Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 94e épisode consacré à Night of Champions 2013. Voilà, donc sans plus tarder on va directement commencer avec l'analyse de pay-per-view. Juste avant, j'aimerais quand même vous rappeler encore une fois que vous pouvez laisser un like si vous aviez aimé le pay-per-view ou laisser un dislike si vous l'aviez détesté à l'époque. Et si vous ne vous en souvenez plus, je vous laisse mettre ce like ou ce dislike à la fin de la vidéo. Voilà, donc le premier match, Curtis Axel bat Kofi Kingston pour conserver son titre intercontinental. Dans un match bon, quoique un peu chiant quand même, surtout lors des dominations de Kofi Kingston. C'est assez incroyable pour le dire, mais Kingston était pas si bon que ça en fait. Un peu trop classique dans ses périodes de domination en fait. C'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il était trop classique. Curtis Axel qui défend son titre, je tiens à quand même à avertir, à préciser. À la suite de l'opener du show qui voyait Triple H faire une promo entre le face et le heel. Il venait de faire son heel turn à SummerSlam 2013, donc un mois auparavant. Curtis Axel n'avait pas encore de match, c'était le seul champion qui ne défendait pas son titre. Et avec un peu une provocation de Heyman puis d'Axel, Triple H va lui donner un match de championnat contre Kingston en tant que punition si on veut bien, mais de toute façon il devait le défendre. Donc sinon... on va quand même continuer à parler de Curtis Axel. Franchement, je trouve que ce mec manque un peu. Je trouve qu'il me manque. Alors, il est toujours à la WWE au moment où je tourne cette vidéo, mais je trouve qu'il manque dans le sens où il était très agressif dans ce match-là. On le verra dans son deuxième match plus tard dans la soirée. Je trouve que Curtis Axel est un bon lutteur et il fait partie de la liste des lutteurs sous-estimés, liste de la WWE, dans les 10 lutteurs les plus sous-estimés. Vraiment, donc, ça prouve quand même à quel point la WWE se rend compte que ce mec-là est sous-estimé. Et je trouve que ce match-là, même si c'est pas un match ouf, je pense que pour un match, pour un titre mineur, ça représente bien le talent qu'a Curtis Axel. C'est le fils de Mr. Perfect, faut pas l'oublier. Pour moi, je trouve qu'il me manque. Curtis Axel, qui a battu Triple H et qui, dans ce match-là, je trouve qu'il me manque. Ensuite, j'ai mis Curtis Axel qui défend son titre intercontinental, qui le conserve et qui le perdra, je crois, bien plus tard dans l'année contre Big E, mais ça, j'en suis plus sûr. J'ai marqué en attendant, il y a pas mal quand même de contre-rythme de Curtis Axel, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il joue son rôle de heel et qu'il sort du ring et qu'il demande conseil à Paul Heyman. Et j'ai marqué, le temps est très correct avec 13 minutes, vraiment j'ai mis 7 sur 10 et ça le mérite amplement. Deuxième match, AJ Lee bat Natalia, Brie-Bella et Naomi dans un Fatal 4-Way match pour conserver son titre des Divas. J'ai marqué dans un match très rythmé et très impressionnant. Ça, c'est des matchs à 4 comme on aimerait voir. Le problème, et c'est le gros problème, vous le voyez, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. C'est énorme en sachant ce problème-là. Le match dure 5 minutes. 5 minutes. Et je mets 6,5 sur 10. Preuve quand même que ce match-là avait énormément de potentiel selon moi. Donc c'est dommage. Et ça prouve aussi le manque de confiance envers les lutteuses de l'époque. Parce que je trouve que, encore une fois, AJ Lee me manque. Je l'ai précisé il y a quelques semaines, j'ai précisé pour Curtis Axel avant. AJ Lee me manque, elle fait partie des lutteuses et des lutteurs qui me manquent énormément. Et je trouve que, même si j'apprécie Charlotte, voire même Sasha Banks en heel, je trouve que AJ Lee aurait plus eu sa place pour faire les premiers Hell in a Cell, premiers Money in the Bank féminins. Donc ça me déçoit un peu de voir qu'à l'époque, et ça date d'il n'y a pas si longtemps, ça fait 4 ans, les bookers n'avaient pas forcément d'attente et de confiance envers les lutteuses. Et AJ Lee aurait clairement mérité sa place dans le tout premier Money in the Bank féminin qui pour moi a lieu dans 2 semaines, qui pour vous c'est déjà fait depuis 2 mois si je dis pas de bêtises. Voilà, comme vous le voyez, je le répète, j'ai mis la note de 6,5 sur 10 pardon, preuve que j'ai énormément adoré ce match là compte tenu du temps. Troisième match, Rob Van Dam bat Alberto Del Rio par disqualification après qu'Alberto Del Rio refuse de lâcher la prise de soumission, donc le Juji Katame, alors que Rob Van Dam était tout simplement dans les cordes. Donc Alberto Del Rio conserve son titre poids lourd, donc vous savez vraiment que je trouve que c'est fatigant ce genre de finish, surtout pour un titre, qui plus est un titre majeur, où le champion se fait disqualifier volontairement, surtout après un temps correct de 14 minutes pour moi. Ça se fait pas. Voilà, sinon j'ai marqué le match est correct, il est pas ouf, mais il est bien varié dans les prises. Et j'ai marqué l'après-match est sympa avec le coast to coast de Rob Van Dam sur Alberto Del Rio. En fait, faut savoir que Alberto Del Rio continue d'attaquer Rob Van Dam après le match et que Ricardo Rodriguez est du côté de Rob Van Dam et finalement c'est lui qui va donc faire pencher la balance du côté de Rob Van Dam. Donc Rob Van Dam va dominer, va lui porter le coast to coast. Pourquoi? Pour ne pas trop le décrédibiliser suite à sa défaite. Et puis vu qu'Alberto Del Rio est toujours champion,
ça ne décrédibilise pas forcément, pardon. Donc voilà, il y a des choses quand même un peu intelligentes qui sont faites dans ce match-là. Mais le finish, j'adhère pas du tout. Et vous le voyez, j'ai mis encore une fois la note de 6,5 sur 10. Quatrième match, Miz bat Fandango dans un match, à mon sens, qui ne devrait pas avoir lieu dans un pay-per-view parce que c'est beaucoup trop classique. J'ai marqué, franchement, c'est pas possible. Je suis content pour le Miz, mais je vais pas en parler plus. Pour moi, c'est trop court, il se passe rien. Fandango qui perd contre le Miz alors qu'il a battu, je crois, Chris Jericho plus tôt dans l'année. Il y a des incohérences, mais le Miz était face. Pour moi, il se devait de gagner ce match-là. Mais le match, non, c'est presque un match moyen dans un weekly. Donc ça me va pas. Je vais pas en parler plus. J'ai mis 4,5 sur 10. Cinquième match, Paul Heyman et Curtis Axel battent CM Punk dans un Elimination Handicap match avec l'aide de Ryback, donc j'en parlerai après. Le match, j'ai marqué, il n'est pas mauvais en soi, mais c'est vraiment divisé en deux parties. Premièrement, on a Punk contre Axel, avec un Curtis Axel encore une fois qui est très brutal. J'apprécie beaucoup, et un Punk qui est au sommet de son art, même s'il n'a pas... Enfin, il n'est pas vraiment au sommet de son art, mais il fait du bon truc, il n'a pas besoin de forcer pour proposer du bon catch, même s'il peut proposer plus. Donc ça dure à peu près 10 minutes, je crois, cette partie-là. Et on a la deuxième, Punk contre Heyman, qui va durer 5 minutes, qui est de la destruction pure, qui est presque un comedy wrestling match. Mais ça passe bien pour une fois, je dis pas non. Et puis on a Ryback qui intervient de manière un peu maladroite. Au bout d'un moment, on a CM Punk qui devait mettre un coup de kendo stick sur la tête de Paul Heyman. Et au dernier moment, Ryback arrive et le fait passer à travers une table qui était adossée au coin du ring. C'est fait de manière maladroite, mais ça passe encore. J'ai mis 7,5 sur 10, c'est correct. Sixième match, Dean Ambrose bat Dolph Ziggler pour conserver son titre des États-Unis. Encore une fois, je rappelle, Dean Ambrose était dans sa période Shield à ce moment-là. J'ai marqué dans un match, encore une fois, trop classique pour moi. Pas mauvais, mais limite, on va dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, le rythme est constant, mais il n'est pas ouf non plus. J'ai marqué 8 minutes, c'est un peu le minimum vital. J'ai marqué franchement rien de ouf. Leur match à SummerSlam, presque meilleur, à SummerSlam 2016, c'est une toute autre période. Je fais des rapprochements entre les deux alors que c'est pas du tout la même période pour eux. Ziggler était face avant et Ambrose heel, et là à SummerSlam 2016 c'était l'inverse. En plus c'était pour le titre de la WWE, donc il n'y a pas franchement de rapport. Mais dans tous les cas, les deux ça passe pas pour moi, donc j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Septième match, le Shield bat les Primetime Players pour conserver leur titre par équipe. J'ai marqué pourquoi les matchs qui sont un minimum bons sont trop courts dans ce pay-per-view. Parce que pareil que le match féminin, là ça commençait très très bien, il y avait un très très bon rythme. Mais pour moi il manque très clairement 5 minutes pour que ce match-là soit très bien. J'ai marqué les PTP sont bien agressifs, le Shield est au sommet comme d'habitude, très solidaire entre les deux. Et je vais pas faire des erreurs en disant ça, mais je trouve que Rollins et Reigns se complètent plutôt bien, mine de rien, donc ça me fait très plaisir de les voir ensemble, étrangement. Et j'ai marqué encore une fois dommage pour le temps quoi, et j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Et enfin le main event, Daniel Bryan bat Randy Orton pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un bon match, clairement le meilleur de la soirée, vraiment. En même temps, c'est pas difficile, pour le moment il n'y avait pas vraiment de match qui se démarquait, la meilleure note était 7,5 sur 10. J'ai marqué tout y est, le rythme, l'ambiance, le catch, tout, vraiment. La controverse aussi avec le compte très très rapide de l'arbitre. À l'époque, je m'en souvenais, j'étais là, mais what? Faire ça en faveur d'un face, c'est très bizarre. Je crois que, si je dis pas de bêtises, le titre de Daniel Bryan va lui être retiré. Tout simplement au Raw suivant, donc un jour après. J'ai marqué rien à dire, vraiment. Ce match fait plaisir et ce pay-per-view on avait clairement besoin. J'ai mis la note de 9,5 sur 10 parce qu'il manque quand même un tout petit plus pour que je puisse mettre 10 sur 10. Et le 9, je pense que j'aurais peut-être même pu mettre un 9 sur 10. Peut-être qu'il ne mérite pas 9,5. En même temps, vu les matchs qui étaient un petit peu moyens durant ce show-là, ça m'a poussé à mettre un tout petit peu plus, je pense. Donc c'est peut-être un 9,5 subjectif, mais il fait clairement plaisir. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 8, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6,80 sur 10, qui est le 63e pay-per-view au moment où je vous fais cette vidéo. Donc vous le voyez, il est dans la deuxième partie des pay-per-view, et c'est un peu une habitude avec les Night of Champions. Si je dis pas de bêtises, il y a un peu le 2015 qui ressort du lot, et le Clash of Champions 2016 aussi, mais c'est pas un Night of Champions. Si on met de côté le 2015, les Night of Champions rejoignent un peu les Fastlane, dans le sens où je les aime pas forcément. Et ce pay-per-view là, même s'il n'est pas mauvais, il fait pas partie des meilleurs. De loin pas, pour moi 63e, ça veut tout dire.
Pour moi, dès qu'on n'atteint pas la barre des 7 sur 10, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce pay-per-view-là, il n'y a pas vraiment de match mauvais, quoique il y en a un quand même entre Miz et Fandango, mais il y en a seulement un de bon entre Bryan et Orton. Donc voilà, c'est pas un pay-per-view que je vais retenir, et d'ailleurs je m'en souvenais plus forcément. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce pay-per-view. Je vous rappelle encore une fois, un like si vous l'aviez aimé, un dislike si vous l'aviez détesté. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Objectif 2000 abonnés, et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.